Bonjour à tous. On va laisser les dernières personnes s'installer. Bienvenue à cette session Lead Nurturing et Océan Bleu. J'espère que vous allez apprécier ce qu'on va y découvrir, ce qu'on va y apprendre. On va donc parler de choses qui concernent le contenu, essentiellement le contenu marketing. Le Lead Nurturing, qu'est-ce que c'est? C'est en fait nourrir vos prospects pour les amener à devenir clients. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi le thème Océan Bleu pour lier ça au Lead Nurturing? C'est tout simplement parce que c'est tout à fait adapté, bien que le Lead Nurturing puisse s'employer dans d'autres circonstances. Je vous propose qu'on démarre tout de suite par quelques présentations rapides. Je suis Sylvia Randon, je suis la cofondatrice de la Team Web. La Team Web, c'est une agence lyonnaise qui accompagne les entreprises dans leur stratégie digitale, principalement dans les domaines marketing et vente. Voilà, en quelques mots, si vous voulez en savoir plus, on pourra toujours se voir à la fin de la session. Je ne vous embête pas plus longtemps avec ça. Je voudrais vraiment qu'on aborde le vif du sujet, l'océan bleu. On va donner quelques définitions de ce qu'est un océan bleu. Si vous avez fait quelques études de stratégie d'entreprise, vous devez savoir que c'est là où vous avez le plus de potentiel de business dans un environnement qui est un petit peu moins concurrentiel. On va préciser un peu les contours de tout ça. En fait, on peut opposer l'océan bleu, on peut dire que l'océan bleu, c'est un peu la mer de la tranquillité. Et on peut opposer ça au bain de sang du marché rouge, l'océan rouge. Pourquoi bain de sang? Parce que sur un marché océan rouge, on est en fait dans quelque chose qui est très délimité. L'océan rouge, c'est une concurrence sur un marché qu'on connaît, dont on connaît les contours, qu'on a bien identifiés, avec un seul objectif possible, c'est piquer des parts de marché aux voisins, avec des moyens plus ou moins violents, d'où le bain de sang. D'exploiter la demande existante. Créer de la demande va être très difficile sur un marché océan rouge. Les gens ont déjà identifié leurs besoins. On va faire un focus essentiellement rapport qualité-prix. Donc les gens vont vouloir la meilleure valeur pour le prix minimum. Et puis vous avez deux stratégies possibles. Soit une stratégie par la baisse des prix, soit une stratégie de différenciation. Donc en gros, vous êtes dans le luxe ou vous êtes dans le low cost, mais entre les deux, il n'y a pas beaucoup de salut. De l'autre côté, l'océan bleu est beaucoup plus agréable en termes de navigation, parce que vous allez y trouver un marché qui n'est pas encore exploré, donc sur lequel en fait, vous avez toutes les parts de marché pour vous. La concurrence est quasi inexistante, ou quand elle va arriver, de toute façon, vous serez le point de référence, donc vous serez les mieux servis. Vous allez créer une nouvelle demande qui n'est pas encore adressée. Vous allez pouvoir donc décider de la valeur perçue de ce que vous avez à offrir, et c'est vous qui allez fixer les règles de prix associées à cette valeur. Et vous allez donc être à la fois dans une stratégie de différenciation et de prix, avec une valeur perçue inférieure, mais un prix perçu inférieur, mais une valeur supérieure. Voilà un petit peu pour mettre en parallèle les deux univers, océan rouge et océan bleu. Donc dans cette mer de la tranquillité, en fait, l'astuce va consister à sortir de la zone critique. La zone critique, c'est la zone en rouge. Ce que vous allez vouloir faire, c'est trouver des clients dans des marchés qui en fait n'étaient pas initialement dans votre marché délimité. Alors vous avez trois types de marchés qui vont au-delà du marché délimité. Vous avez les gens qui sont prêts à basculer. Ils ne sont pas encore clients du marché rouge, mais ils peuvent le devenir parce qu'ils ont un besoin qui correspond. Ils ont un besoin qui peut être satisfait par une offre qui va être présente sur ce marché rouge. Vous avez les anti. Alors eux, ils sont un petit peu plus délicats à attaquer, parce qu'ils sont contre votre marché rouge. Ils n'aiment pas votre marché rouge, ils ne veulent pas être clients de ce marché. C'est un peu plus délicat. Et vous avez les hors-sujets, ceux qui, de toute façon, à la base, ne sont pas concernés par ce marché. Je vais vous donner quelques exemples. Mais l'idée, c'est de dire que vos futurs clients, ils se situent dans une zone qui traverse l'ensemble de ces marchés. Et donc, il va falloir sortir de sa boîte et de sa zone délimitée, de sa zone de confort, si on peut dire, parce que ce n'est pas forcément hyper confortable, la zone rouge, pour aller les chercher, et on va voir un peu comment. L'avantage de cet océan bleu, c'est qu'évidemment, c'est beaucoup plus calme. On est tranquille. Il n'y a pas de concurrence. On peut agir un peu comme on veut. C'est nous qui fixons les règles du jeu. Autre avantage,
les poissons, ils sont plus beaux. Ils sont vierges de toute publicité de vos concurrents. Donc, ils n'ont pas de point de comparaison. C'est vous qui allez fixer la valeur que vous allez donner à vos offres et à vos produits. Et alors, le digital, parce que la stratégie Océan Bleu, c'est une stratégie qui a été énoncée dans les années 2005-2006 par 2 chercheurs de l'INSEAD. Donc ça remonte à un petit moment déjà. Mais ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que ça revient pas mal en force parce que le digital est un véritable vecteur de facilitation de ces océans bleus. Pourquoi ? Parce que dans l'océan bleu, on va chercher 2 choses. On va chercher à baisser les coûts et à augmenter la valeur perçue, la valeur pour le client. Et ça, le digital permet vraiment de jouer sur ces 2 tableaux. La baisse des coûts, par exemple, si je prends l'automatisation d'un certain nombre de choses, c'est vrai qu'on va pouvoir baisser les coûts de production, on va pouvoir baisser les coûts de personnalisation, les coûts marketing, communication, etc. Et la valeur pour le client, elle est augmentée. Si je parle de personnalisation, c'est vrai que quand vous recevez une communication qui est personnalisée, ça a plus de valeur que quand vous recevez une publicité dans un écran à la télé. Donc on est dans un contexte idéal avec le digital pour créer ce qu'on appelle le losange innovation-valeur, qui est le losange qu'on recherche en fait quand on crée un océan bleu. Alors un exemple que vous connaissez peut-être tous, vous êtes peut-être même utilisateur de Blablacar. Blablacar, c'est un exemple assez typique d'océan bleu. Pourquoi ? Parce qu'il va éliminer un certain nombre de choses et renforcer un certain nombre de choses. Donc éliminer des coûts, il va baisser des coûts, baisser le prix du transport, il va supprimer carrément le train et baisser le prix d'un trajet. Donc on est vraiment dans une diminution des coûts. De l'autre côté, il va augmenter le nombre de trajets qu'on va pouvoir faire avec une offre en plus qui va aller sur des trajets qui n'existaient pas. Les relier, par exemple, 2 villes de province. Regardez tout à l'heure faire Lyon-Tarbes en train, il faut 10 heures. C'est effrayant. En Blablacar, ça doit être moins long. Et on va pouvoir créer de la valeur qui n'existait pas sur le trajet avant. Cette valeur, ça va être une expérience collaborative, ça va être le fait de rencontrer des gens, ça va être le fait d'être tranquille avec sa conscience écologique parce qu'on dépense moins de CO2 en prenant des gens avec soi. Voilà, ça c'est des choses qui n'existaient pas avant. Donc on est en fait complètement sur cette stratégie Océan Bleu. Si je reprends mes petits cercles, la stratégie rouge, c'est le transport par le train, par exemple. Les prêts à basculer, ça va être des gens qui sont je suis prêt à faire du covoiturage, mais je n'ai pas forcément les outils pour le faire. Je vous donne un exemple. En 2010, je me suis inscrite sur un forum de covoiturage. C'est compliqué, il faut répondre, il faut être là, il faut y penser, il faut regarder ses emails pour être alerté. Alors que là, on a un outil qui va faciliter l'utilisation du service. Vous faites une recherche, vous avez un trajet, vous vous inscrivez, c'est fait. Vous n'avez même pas besoin d'échanger au préalable avec la personne qui va vous transporter. Ensuite, vous avez les anti, ceux qui sont contre le déplacement en train. Ou qui sont contre le déplacement en voiture individuelle, par exemple, parce qu'ils ne veulent pas polluer, ou qui sont contre le fait de monter en voiture avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas confiance. Donc Blablacar va réduire ces aspérités-là en traitant, d'ailleurs, voilà, c'est le covoiturage confiance, ça a été sa baseline pendant longtemps. N'ayez pas peur, vous pouvez monter avec Hector, il est très très bien noté sur Blablacar. Et puis vous avez les hors-sujets, les gens qui ne se déplaçaient pas parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens. Les étudiants, par exemple. Des étudiants qui, le week-end, au lieu de rentrer systématiquement chez leurs parents, restaient de temps en temps chez eux parce qu'ils n'avaient pas nécessairement les moyens de faire les trajets à chaque semaine. Donc voilà un exemple d'océan bleu. Alors, vous allez me dire, c'est Blablacar, c'est un gros site, ils ont les moyens, etc. Donc on va prendre des plus petits. Le Closet. Qui parmi vous connaît le Closet ? Ah, quand même, bien. Surtout des filles, non ? Alors le Closet, le principe du Closet, c'est de ne pas acheter ses vêtements, mais de louer ses vêtements. C'est, si on reprend les traditionnels software as a service, infrastructure as a service, c'est le vêtement as a service, le VAAS, un nouveau marché.
Vous vous inscrivez, vous vous abonnez, tous les mois vous recevez une petite sélection de vêtements, le mois d'après vous les réexpédiez, vous avez une nouvelle sélection, etc. Ça coûte 49 € par mois. On n'a pas encore testé le service, mais c'est promis, si vous me laissez votre email, je vous dirai ce que j'en pense. Pourquoi est-ce qu'on est sur un océan bleu? Dans le marché rouge, vous allez retrouver tout le prêt-à-porter, en gros, que vous avez traditionnellement, les Zara, les Mango, les Promodes, etc. Ça, c'est le marché connu, identifié, il y a de la vente en ligne, on sait à peu près comment ça se passe, c'est pareil partout, c'est la même gamme à peu près chez tout le monde. Vous avez des gens qui sont déjà captifs de la mode, mais qui n'ont pas forcément les moyens de renouveler toute leur garde-robe tous les mois. On va être dans la zone orange. J'aimerais avoir du style, mais j'ai pas le temps ou j'ai pas les moyens. Dans la zone jaune, vous avez les anti. Je ne suis pas consumériste. Je ne veux pas acheter des vêtements trop souvent parce que je trouve que c'est pas bien. Tout simplement. Il peut y avoir d'autres cas d'anti, hein, mais en voilà un. Et puis vous avez les hors-sujets, c'est ceux qui savent pas forcément s'habiller, qui portent toujours les mêmes choses, qui n'ont pas le temps, qui s'y intéressent pas. Et en fait, le closet va répondre à toutes ces problématiques en disant bah, vous allez gagner du temps, on s'occupe de votre style, vous vous prenez pas la tête, c'est pas consumériste puisque c'est des vêtements qui sont pas jetés une fois que vous les avez portés, mais qui passent de main en main en fait. Donc vous faites partie aussi d'une sorte de chaîne collaborative du prêt-à-porter. Et voilà, l'océan bleu de Le Closet. Donc on n'est pas obligé d'être un gros site ou d'avoir des gros moyens pour lancer une stratégie océan bleu. Hein. Ça peut s'adapter à n'importe quel type de business à condition de se pencher un peu sur sa stratégie. Donc c'est intéressant, une fois que vous l'avez mis en place, bah, il suffit d'aller pêcher vos poissons dans cet océan. Donc partons pêcher dans notre océan bleu. Gros avantage, vous êtes tranquille. Gros inconvénient, vous êtes un peu trop tranquille en fait. Ça manque de concurrence, l'océan bleu. Le problème quand vous arrivez sur un marché où il n'y a pas de concurrence, c'est que les gens n'ont pas de repères. Mais vous non plus, vous n'avez pas de repères. Vous n'avez pas de repères, par exemple, pour faire votre budget marketing, votre budget communication. Combien ça va vous coûter de faire un budget communication dans un océan bleu? Ben, vous ne savez pas, parce qu'il faut aller sur des nouveaux supports, parce qu'il faut utiliser des nouvelles techniques que vous n'utilisiez peut-être pas avant. Donc vous manquez de repères. De l'autre côté, vous avez des clients potentiels, mais qui manquent de repères aussi. Eux ne connaissent pas votre offre, ne connaissent pas votre service, et d'ailleurs, ils n'ont même pas conscience d'avoir un besoin auquel vous pouvez répondre. Ce sont de tout petits poissons. Tout mignons, mais tout petits. Et vous, ce que vous voulez, c'est des gros poissons. Pour faire passer vos poissons du stade petit poisson au stade grand poisson, vous devez respecter plusieurs étapes. Déjà, il faut les nourrir, si vous voulez qu'ils grossissent. Vous allez nourrir vos poissons à chaque étape en fait, de leur maturité. Vous arrivez sur un océan bleu, vos prospects ne savent pas qu'ils ont un problème. Vous devez les nourrir pour qu'ils découvrent qu'ils ont un problème. Une fois qu'ils auront découvert ça, vous allez pouvoir les faire passer à la deuxième étape, c'est-à-dire, je sais que j'ai un problème, je vais donc chercher une solution à ce problème. Chercher la solution à ce problème, ça va passer par, évidemment, qu'est-ce qui existe sur l'océan rouge et pourquoi l'océan rouge ne me convient pas. Parce que moi, je fais partie des Antilles. Donc, ce qui se situe sur l'océan rouge, c'est pas pour moi. Mais je ne sais pas qu'il existe d'autres solutions. Donc là aussi, il faut les nourrir. Et une fois que vous les nourrissez avec votre solution potentielle, vous allez pouvoir arriver au stade gros poisson lorsqu'il est prêt à trouver une solution et il est prêt à transformer son besoin en votre solution. Donc ces trois étapes-là, en fait, on les distingue par trois termes. La première étape, c'est éduquer. La deuxième étape, c'est informer. Et la troisième étape, c'est engager. Voilà le principe de base du lead nurturing. C'est ça qu'on appelle le lead nurturing. C'est faire passer vos clients du stade de « je ne sais pas que j'ai un problème » au stade « j'ai absolument besoin de votre solution ». Ça marche avec Blablacar, ça marche avec Nespresso, ça marche avec Brita, ça marche avec Charal, ça marche avec les grands exemples qu'on prend traditionnellement quand on parle d'océan bleu. C'est vrai qu'on est sur quelque chose qui est progressif, qui est assez lent. Hein, on ne fait pas ça en un mois.
mais qui est extrêmement pérenne pour vous quand vous agissez sur ce secteur-là. Parce que le temps que vos concurrents arrivent, vous pénétrez le marché et vous êtes le point de référence. La question c'est, vous avez vu, mes poissons, ils sont jaunes là. Moi, ce que je veux, c'est des poissons jaunes. Je ne veux pas des poissons rouges, ni bleus. Donc, je vais devoir choisir la bonne nourriture pour les bons poissons. Il ne s'agit pas de nourrir tout le monde. Il s'agit de nourrir les meilleurs. Parce que c'est là-dessus que va se faire la plus grosse rentabilité et le plus rapidement. Et en ce qui concerne cette nourriture pour les poissons, tout va être question de contenu. Vous connaissez cette phrase, content is king, que Bill Gates a prononcée en 1996, il y a 20 ans. Ça nous rajeunit. Content is king, c'était... Bon, à l'époque, quand Bill Gates dit content is king, il parle surtout de contenu média. Mais en réalité, on a beaucoup déformé la phrase pour dire qu'aujourd'hui, une stratégie sans contenu n'est pas une vraie stratégie. Vous l'avez peut-être expérimenté si vous faites de la communication sur les réseaux sociaux, par exemple, mais que vous passez votre temps à relayer les communications des autres, ben, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour votre stratégie digitale. En revanche, si vous produisez vos propres contenus et que vous les diffusez sur les réseaux, à ce moment-là, vous pouvez créer de l'engagement, créer du trafic, voire, on ne sait jamais, créer des ventes. Donc, content is king, mais context is God. Et ça, c'est Gary Vaynerchuk qui le dit. Le contenu, effectivement, il faut en avoir, mais le contenu diffusé n'importe quand, à n'importe quel moment, c'est pas très efficace. Donc il faut mettre en place une vraie stratégie de diffusion, j'allais dire de dilution de contenu pour cibler vos bons poissons. La première étape que vous allez devoir respecter, c'est la segmentation. Vous n'allez pas produire le même contenu pour tous vos poissons. Il faut que vous ayez une vraie connaissance de vos différents segments pour savoir quelles préférences de contenu ils ont. Vous allez avoir des prospects qui vont préférer la vidéo, d'autres qui vont préférer le rédactionnel, certains vont être plus sensibles au e-book, d'autres au webinaire. À vous de déterminer quels sont les types de contenus qui vont intéresser vos prospects. Ça, c'est la base du lead nurturing. L'autre élément hyper important dans la segmentation, c'est de créer ce qu'on appelle vos personas. Alors là, je vous ai pris 2 exemples de personas qu'on a créés pour des clients, Benoît et Babette. Ce sont en fait des représentations de votre cible idéale. Qui sont ces personas? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Quel âge ils ont? Combien ils ont d'enfants? Que fait leur femme après le boulot? À quelle heure ils se lèvent? Quand est-ce qu'ils consultent leurs emails? Est-ce qu'ils regardent des vidéos? Ils cliquent combien de fois sur les publications sur Facebook, etc. Vous devez tout savoir. Est-ce qu'ils mangent bio? Vous devez tout savoir. Quand vous saurez tout, vous saurez exactement quel type de contenu produire pour ces personnes-là. Et c'est eux que vous visez. Et en fait, vous n'écrivez jamais la moindre ligne d'un article sans savoir à qui vous vous adressez. C'est la base fondamentale de toute stratégie de contenu. Une fois que vous connaissez bien vos personas, vous pouvez commencer à définir vos objectifs et planifier vos actions pour atteindre ces objectifs. Exemple d'objectif traditionnel, moi j'ai plein de clients qui me disent ça, je veux plus de nouveaux clients le plus rapidement possible. Ça paraît être un objectif intelligent, comme ça. En fait, pas tout à fait. C'est un objectif effectivement intelligent, mais il serait encore plus intelligent s'il était un peu précisé. Je veux 13% de chiffre d'affaires en plus dans les 6 prochains mois. J'y vois un peu plus clair. J'y vois un peu plus clair, c'est ce qu'on appelle un objectif SMART, intelligent. SMART parce qu'il est S, il est simple à comprendre, il est mesurable. Je ne suis pas en train de dire je veux plus de chiffre d'affaires parce que si 0,1% de plus, ça suffit, très bien. Il est atteignable, ce n'est pas décourageant. Parce qu'en même temps, si on vous dit je veux 200% de clients en plus le prochain mois, ça va être assez décourageant. Il est réaliste, ça va avec atteignable, et il est timé. Ça, c'était juste pour avoir monté. En fait, il est dans un délai. Il est inscrit dans un délai. Je me donne 6 mois pour atteindre cet objectif. Si je n'ai pas atteint mon objectif dans les 6 mois, je ne suis pas dans l'objectif. Ça aussi, si je veux plus 13% de clients, dans 2 ans alors. Ça ne marche pas. Ça, c'est la définition de votre objectif. Une fois que vous avez défini ça, vous allez pouvoir commencer à créer vos contenus. Alors pour créer vos contenus, allez chercher dans ce que vous avez déjà. Vous allez dans les archives
et vous allez recycler ce que vous avez déjà de disponible dans vos contenus. Vous prenez vos présentations, vous prenez vos propositions commerciales, vous avez fait une petite étude dans le cadre d'une étude client, vous la reprenez pour l'arranger et pouvoir la publier sur Internet. Vous allez recycler en quelque sorte tout ce que vous avez à disposition, et puis quand vous aurez fait la liste de tout ce que vous avez déjà, à ce moment-là, vous pourrez déterminer ce qui vous manque pour toucher vos personas, les cibles que vous avez déterminées au départ. Donc commencez par faire l'audit de contenu, et puis sur chacun des contenus, essayez d'imaginer quel type d'article pourrait amener vos articles ou vidéos, ou quel type de contenu pourrait amener vos prospects à se renseigner sur ce contenu. Donc vous allez produire un certain nombre d'articles et vous allez lier ces articles à des emails que vous allez pouvoir inscrire dans un workflow, un système d'envoi d'emails automatique contenant des contenus qui vont parler à vos personas, à la bonne personne, au bon moment, dans le bon format. Si Babette, elle aime la vidéo, vous allez lui envoyer un email avec la vidéo. Si Benoît, il préfère le rédactionnel, vous allez lui envoyer un guide en PDF. Donc vous allez faire ça à l'aide d'outils type matriciel. Alors vous avez des listes comme ça, vous pouvez faire des jolis tableaux Excel en disant qu'est-ce que j'ai comme contenu, à quelle étape du cycle de maturité de mon client, etc. Je vous passe les détails techniques parce que c'est un petit peu sordide. Mais l'idée derrière tout ça, c'est clairement de faire la cour à vos clients. En fait, il faut draguer vos prospects. Il faut essayer de les séduire à chacune des étapes de leur cycle de maturité. Et puis tout ça, bien sûr, ça se mesure. À chaque opération que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir suivre le trafic que ça a généré. Si vous avez un certain nombre de prospects qui est passé d'un cycle de maturité à l'autre, dans quelle proportion? Est-ce que cette proportion est plus importante ou moins importante que l'autre type de campagne que vous avez pu mener, etc. À vous de déterminer vraiment pour chacun des objectifs si vous êtes dans les clous ou si vous ne l'êtes pas. Voilà. Et quand vous avez mis en place tous ces éléments-là, et que vous avez une stratégie de lead nurturing qui tient la route, et bien vous allez pouvoir générer plus de 50% de leads qualifiés en plus, donc des prospects qui sont chauds pour devenir clients, à des coûts très nettement inférieurs. Donc là aussi, vous êtes dans votre océan bleu. Vous avez augmenté la valeur pour vos prospects tout en diminuant les coûts. Donc voilà, on a cette étude qui dit, de Forrester Research qui énonce ça. Ça permet vraiment clairement d'attaquer des marchés sur lesquels vos prospects en fait n'ont même pas conscience qu'ils avaient un besoin au départ, et ça a été la stratégie de tous ceux qui n'ont pas forcément $1 milliard à dépenser en publicité à la télé, tel que Apple par exemple, et qui ont aujourd'hui remporté des parts de marché comme Closet, qui s'est réussi à se faire connaître de certains. Maintenant c'est à vous, je vous laisse la parole et me poser toutes les questions que vous voulez sur le lead nurturing et j'essaierai d'y répondre. Mon micro, si vous voulez. Oui, en fait, merci, ça m'a beaucoup intéressée d'abord. Et moi, la question que je me pose par rapport au cycle de vie d'une start-up, c'est finalement à quel moment, parce que vous savez, quand on crée une boîte, il y a des phases de test du marché d'abord, où on essaie d'obtenir finalement déjà des preuves d'intérêt des utilisateurs. Ensuite, on essaie de monter un MVP, enfin, on essaie de faire un premier test terrain qui marche. Et puis ensuite, on essaye de scaler, enfin, de déployer à plus grande ampleur. Et finalement, ça s'applique quand? C'est un peu ça ma question. Est-ce que il faut quelque part l'intégrer dès le départ, ou vraiment au moment où on est en train de tester le concept avec des vidéos, par exemple, pour récupérer du like ou quoi que ce soit? Ou est-ce que finalement il faut attendre plus tard? Parce que tel que je le perçois moi, quelque part, quand on n'est pas expert, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir des agences comme la vôtre, ça coûte. Et à quel moment ça vaut le coup d'investir? Voilà, c'est un peu ça la question. Je ne sais pas si c'est clair. Si c'est clair. Si, c'est très clair. Je vais monter par les escaliers parce que sinon je ne suis pas sûre d'y arriver. En fait, il y a
il faut commencer à mettre en place la stratégie de lead nurturing, j'allais dire même avant de lancer les offres de services sur le web. Si vous démarrez sans savoir, si vous lancez votre boîte sans savoir qui vous visez, sans faire par exemple la description de vos personas, quelque part vous loupez la première marche pour grimper. Il n'y a pas vraiment de... Enfin, c'est le genre de stratégie typiquement qu'on met en place au début. C'est un choix stratégique en fait. Si vous avez décidé d'attaquer un océan bleu, vous allez arriver sur un marché où les gens ne savent pas qu'il existe une solution à un problème qu'ils n'ont pas encore identifié. Donc on est en plein dans la thématique du lead nurturing. Qu'est-ce que je vais faire pour sensibiliser mes clients, mes futurs clients, à ce problème qu'ils n'ont pas encore identifié, typiquement, ou un problème qui est tellement mal adressé que j'ai pris l'habitude de souffrir. J'ai pris l'habitude de souffrir des services clients, des opérateurs téléphoniques, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas un qui me satisfait. Si j'avais quelqu'un qui était dans une optique différente, vraiment de différenciation majeure sur ce secteur-là, il faudrait que j'arrive à le découvrir. Et pour le découvrir... le lead nurturing, c'est quand même pas mal. Si vous attaquez une stratégie de contenu une fois que vous avez déjà mis tout en place, quelque part, vous refaites le boulot une deuxième fois. Donc c'est un peu dommage. Oui ? Ah, il y a un micro. Donc, merci pour votre présentation. Donc, moi, j'ai une question un peu plus technique. Donc toutes ces technologies, toute cette approche marketing du lead nurturing, ça se rapproche un peu de tout ce qui est growth hacking, marketing automation, etc. Et j'aimerais savoir, vous, comment vous identifiez en fait dans la manière dont vous nourrissez vos prospects, à quel moment justement le prospect est chaud et que c'est le moment justement pour nous d'agir. Parce qu'il y a plusieurs leviers, on va leur donner du contenu, on va les nourrir, et puis à un moment, il faut peut-être... moi, je parle pour mon perso, pour le B2B. Il y a un moment où je sais que mon prospect, je l'ai drivé avec le web, et il y a un moment, il va falloir que je le transfère au commercial terrain pour qu'il le relance, parce qu'il y a un réel besoin et il a interagi avec un tel type de content. Donc moi, j'aimerais bien savoir comment, à votre niveau, j'ai vu que vous utilisez HubSpot, à quel moment vous identifiez-vous, quels est pour vous les leviers ou les points qu'il faut qu'on mette en exergue pour dire, voilà, maintenant il est chaud et il faut l'attaquer. Alors en fait, on les score. Un premier visiteur sur le site qui n'est pas identifié, il a 0 point. À partir du moment où il va s'identifier, par exemple en téléchargeant un livre blanc, si on parle du B2B, je télécharge un livre blanc, donc je suis identifié et je vais prendre 1 point de score parce que j'ai téléchargé ce livre blanc. Mais je vais peut-être prendre 1 point de score pour telle solution et pas telle autre. Si je télécharge le guide qui correspond à la solution B, j'aurai 1 point pour ma solution A et 1 point pour ma solution B. Et puis si je retourne sur les comptes Facebook ou LinkedIn de votre société et que j'interagis avec vos publications, je vais prendre un 2e point. Et à vous de fixer en fait le moment, en collaboration évidemment avec l'équipe commerciale, mais à vous de fixer le moment où il a suffisamment de points pour basculer auprès de l'équipe commerciale qui, là, peut prendre en main la personne et dire, voilà, là, il a atteint ses 5 points, c'est le moment où moi, équipe commerciale, je prends le relais sur le contact direct. Mais c'est au cas par cas, il n'y a pas de règle pour tout le monde, en fait. C'est chaque business et chaque type de contenu va permettre de scorer au fur et à mesure le prospect. Et puis, vous pouvez aussi avoir des stratégies commerciales qui prennent le prospect très tôt et des stratégies commerciales qui prennent le prospect le plus tard possible. Donc, ça dépend aussi de ce que vous mettez en place à ce niveau-là. Mais ça se décide vraiment au cas par cas. Après, techniquement, effectivement, ça se score assez facilement. Enfin, ça aussi, c'est un des gros avantages du digital, c'est qu'on sait exactement tout ce que font les gens sur nos contenus. Oui, il y a 2 autres questions, une en haut, une en bas. Oui, bonjour. Donc très intéressant et ça m'intéresse d'autant plus que ça coïncide avec des problématiques très présentes chez nous. Moi, ça m'a fait penser à tout ce que je lis sur l'inbound marketing. Alors, je ne sais pas si... On est en plein dedans. On est en plein dedans. Donc, du coup, ma question, c'est par rapport au contenu. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une tendance chez nous à faire un contenu qui est très proche des produits de l'offre, donc des boosters, etc. Moi, j'ai tendance à militer pour qu'on essaye de s'éloigner et qu'on essaye d'apporter du
du contenu intéressant par rapport aux problématiques qui peuvent tourner autour de l'environnement et les préoccupations professionnelles, puisque là, en l'occurrence, c'est sur une stratégie B2B. Je voulais savoir ce que vous en pensiez et quelle est la bonne distance à avoir. Alors, pardon, je vais vous remettre la bonne diapo. En gros, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous avez des contenus qui se trouvent essentiellement ici à la 3e étape. Donc faites la liste de vos contenus et faites un schéma. Hein. Vous allez au Codir avec le schéma et vous dites, regardez, on a des contenus, ils sont tous là. Comment vous voulez qu'on aille chercher ceux qui sont au début? Tout simplement. En fait, vous avez sur ces 3 étapes-là, vous allez avoir, bon bah c'est déjà bien, hein, d'avoir les contenus du bout de la chaîne parce que vous avez les plus chauds tout de suite, bon c'est assez pratique. Mais essayez de remonter un peu le... Alors c'est pas des saumons, mais on pourrait dire qu'on remonte la rivière. Parce que les plus chauds, il n'y en a pas beaucoup quand même. Mais voilà, essayez de remonter un petit peu plus en amont. C'est difficile, hein, parce que ça implique qu'on connaisse vraiment très très bien la cible de base. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça part vraiment des personas. Quand on sait vraiment de quoi eux, ils ont besoin, quelquefois même, ça peut nous faire déboucher sur des nouvelles offres ou des services auxquels on n'avait pas pensé ou amener un service complémentaire à une offre existante. Alors, je vais quand même prendre un exemple parce que, en fait, si je veux m'adresser donc à des créateurs d'entreprise parce que je vends de la complémentaire santé, est-ce que je peux traiter de tous les sujets qui concernent les étapes pour la création d'une entreprise? Est-ce que je suis trop loin du sujet qui est le sujet de ma solution et de mon offre, ou est-ce que c'est envisageable comme ça? C'est tout à fait envisageable comme ça, parce que c'est au moment où vous allez créer une entreprise que vous allez faire votre business plan. Dans votre business plan, vous avez toutes les lignes de coûts, et dans la ligne de coûts, à un moment donné, vous allez avoir la mutuelle. Donc c'est très large, vous êtes complètement légitime pour aborder le sujet de la création d'entreprise et comment remplir vos obligations sociales, par exemple. Ok, merci. Ah, plaisir. Il y avait une question en haut aussi, je crois, tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. J'ai une question, moi, c'est par rapport au persona. Vous en parlez au début comme si c'était une évidence. Ma question, c'est quels sont vos critères? Est-ce que vous avez une méthode simple et objective pour définir des personas? Non. C'est très compliqué. Effectivement, j'ai un peu balayé le sujet parce que on pourrait faire 2 heures sur comment définir un persona. C'est un sujet qui est assez compliqué. Un persona, d'abord, vous allez avoir 2 méthodologies très différentes selon que vous avez affaire à des personas B2C ou B2B. Le B2B étant un petit peu plus facile à observer. Le B2C, c'est un peu plus compliqué parce que vous avez besoin d'un maximum d'études, de statistiques, de connaissances, alors que sur le B2B, vous avez des comportements qui se rapprochent en fait des comportements qui sont assez linéaires, hein, en termes de traitement d'une information pour une solution technologique, par exemple. Voilà, tout le monde produit à peu près les mêmes recherches. Dans le B2C, c'est un peu plus différent. En gros, on essaye vraiment alors c'est long, hein, c'est compliqué, ça nécessite des coups de fil, ça nécessite des interviews, ça nécessite de stalker les gens sur les réseaux sociaux, regarder ce qu'ils publient comme photos, avec qui ils interagissent, leurs copains, etc. Enfin bon, c'est assez... c'est du voyeurisme, en fait. Mais il n'y a pas vraiment de méthodologie, il y a un certain nombre il y a une liste d'éléments à vérifier, mais qui n'est pas exhaustive. Non, il faut vraiment vivre la vie du persona. Ça prend du temps. Bonjour. Bonjour. Et merci effectivement pour cette présentation. J'aimerais savoir si vous avez des outils d'automatisation que vous utilisez ou que vous pouvez recommander pour mettre en place du lean nurturing, on va dire à grande échelle. À partir du moment où on a beaucoup de prospects, c'est pas possible de gérer à la main. Donc est-ce que vous avez des outils recommandés? Oui, alors il y a plusieurs outils. Nous, on travaille avec HubSpot, on est partenaire d'HubSpot, donc effectivement, c'est pour ça que j'ai pris comme exemple les statistiques d'HubSpot,
qui, à notre sens, et on a utilisé d'autres outils, est vraiment une solution très aboutie, et notamment pour gérer les gros volumes, c'est vraiment adapté. Après, vous avez, selon votre problématique aussi, alors si vous êtes en B2C, par exemple, vous avez des outils qui vont être un petit peu plus orientés jeux concours sur les sites internet. Alors là, vous avez des outils type Spread qui fonctionnent très bien. Sur de l'automatisation, ça dépend vraiment de ce dont vous avez besoin. Si vous voulez créer des programmes internes aussi pour relayer des messages, ou voilà, bon, vous avez des solutions plus ou moins complètes. Soit vous assemblez un certain nombre de briques, soit vous prenez la solution complète du premier coup. Après, selon que vous soyez en B2B ou en B2C, c'est vrai qu'il peut y avoir des outils très différents. Merci. Désolé pour l'attente, merci. Donc moi c'est Benjamin, donc merci beaucoup pour cette présentation super didactique. Moi je suis pas du tout dans le marketing et tout est limpide. C'est bien. Ma question c'est, j'aurais bien voulu avoir un cas d'usage qui est plus lié à un de vos clients par exemple. Et ce qui m'intéresse c'est de savoir s'il y a des cas où le lead nurturing ne fonctionne pas et pourquoi. Si vous avez un exemple. Des cas où le lead nurturing ne fonctionne pas, j'en connais pas. Des cas où le lead nurturing peut être très long, j'en connais. Je vais vous prendre mieux qu'un exemple d'un de mes clients. Je vais vous prendre mon exemple. Moi, je suis cliente des outils HubSpot depuis, je sais pas, 2004, 2005, quelque chose comme ça. Et ce n'est que en 2016 que j'ai souscrit à la solution. Donc, ça peut être très long. Néanmoins, depuis 2005, c'est ma référence. Voilà un exemple de lead nurturing un peu long. Alors je rebondis, on a du temps, on a toute l'après-midi, c'est cool. Non, je plaisante, mais du coup, à quel moment il faut savoir s'arrêter aussi? S'il faut s'arrêter dans cet élevage, puisque là on est dans de l'élevage de poissons. Moi j'aime bien cette image-là aussi. Mais... On a, vous avez des poissons qui vont mourir, voilà, donc là vous allez pouvoir arrêter. Et puis sinon... Non, il y a les antibiotiques aussi. Et sinon, quelque part, les principes sont quand même des principes largement automatisés, donc qui une fois qu'ils sont en place, ne vous coûtent pas nécessairement très cher. Donc quelque part, le plus long et le plus coûteux, c'est vraiment de gérer la diversité des contenus, de l'organisation des différents workflows. Une fois que vous avez mis une campagne en place pour un persona, soit vous allez multiplier le nombre de campagnes par persona, soit vous allez creuser sur d'autres, de nouveaux personas. Alors traditionnellement, on commence avec 2 c'est bien, 3 c'est du luxe, 10 c'est trop. Mais si ça fait 15 ans que vous faites de l'inbound marketing et du lead nurturing, avoir 150 personas, c'est pas nécessairement un problème. Donc il n'y a pas de fin en fait. Pour moi, c'est vraiment une nouvelle façon de faire du marketing. La fin, c'est quand vous décidez de plus faire du marketing quelque part. Je ne sais pas si ça répond à votre question.